Nous revenons avec nos chers invités pour la suite de Regards croisés. Pasteur Edo Komi est là, il est le président du mouvement Martin Luther King. Et puis le journaliste Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Direction le Kenya, la Cour suprême du pays a confirmé le 5 septembre, lundi précisément, la victoire du vice-président de la République, William Ruto, à l'élection présidentielle du 9 août dernier devant Raila Odinga, figure historique de l'opposition kenyane qui avait dénoncé les fraudes. C'est une décision unanime. Les recours sont par la présente rejetés. En conséquence, nous déclarons le premier défenseur, William Ruto, président élu, a déclaré la présidente de la Cour suprême, Martha Koome. Alors, cette décision de la Cour suprême, pasteur Edo Komi, si on peut le dire, cloue complètement le bec à l'opposant Raila Odinga. Oui, mais ces décisions sont irrévocables. Et pour moi, c'est une victoire. Une victoire pour le Kenya, pour la démocratie au Kenya. Cette fois-ci, je crois que tous les Kenyans ont retenu leur souffle, ont retenu leur souffle par rapport au passé, par rapport au passé tumultueux et violent des périodes post-électorales. Vous savez, la Cour suprême du Kenya est très respectée. Respectée en ce sens que, déjà en 2017, on se rappelle qu'elle avait invalidé. Les résultats. Donc, ils ont repris encore les élections. Et ça, c'était au profit de Raila Odinga. C'était au profit de Raila Odinga. Donc, Raila Odinga ne peut que se soumettre au verdict de cette Cour. Connaissant bien la Cour, et la décision a été prise à l'unanimité des 7 juges. Ce qui n'est pas le cas même au niveau de la commission électorale. La commission électorale, il y a eu division. Il y a eu division, c'est trois qui ont procédé à la proclamation. Donc, c'est dire que la Cour suprême, la dame est très respectée, la Cour suprême est très respectée. Et donc, Raila Odinga l'a bien dit qu'il se soumet au verdict, même s'il n'est pas d'accord, il se soumet, sachant bien que la Cour suprême est très respectée. Donc, c'est une victoire pour la démocratie kenyane. Je crois bien quand même que le Kenya va devoir avancer et c'est la page de Raila Odinga en principe qui va être tournée. Parce que à 77 ans. Il faut encore 5 ans, donc ça va être 82 ans. Et il n'ira pas encore aux élections. Donc il va falloir que rapidement, il pense à la relève. Lui pense à la relève au sein de son parti, au sein de sa mouvance. Et le président sortant, Kenyatta, qui va se frotter les mains, d'avoir quand même transmis pacifiquement le pouvoir à son ex-vice-président. C'est là encore où, lui qui a soutenu l'opposant, donc il était obligé. Ça, c'était officiellement. Il a vraiment soutenu Pasteur Edo Komi. Donc c'était le deal. Vous savez, il a calmé Raila Odinga pour lui dire que, de toutes les façons, moi je ne me présenterai plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais te soutenir à l'élection présidentielle. Donc il a tenu à sa parole. C'était individuel d'ailleurs, parce que c'est lui son parti. Le parti était derrière William Ruto. William Ruto qui est de l'autre parti. Donc c'était individuel. C'est vrai quand même que certains pouvaient se joindre au président sortant pour voter pour Raila Odinga. Mais malheureusement, les voix n'ont pas totalement compté. Et aujourd'hui, le Kenya vient de gagner. Vient de gagner en démocratie. Et pour nous, c'est un plaisir. On ne peut pas continuer par craindre les périodes post-électorales où les violences, les morts inutiles. Le Kenya l'a évité. Et je crois cette fois-ci, la démocratie kenyane est sur les rails. Ça va marcher et je pense bien que c'est une situation qui va arranger le pays. Et pour moi, je suis satisfait de la déclaration, de la maturité, surtout la maturité de Raila Odinga, qui est en train de perdre pour la 5e fois. Alors, de toute façon, il n'a pas de la chance. Il n'est pas né. Il faut dire qu'il n'est pas né pour être président. En tout cas, je vais vite au besoin. Je ne sais pas s'il va se présenter encore. À 82 ans. À 82 ans. Mais ce que je sais là, il n'est pas né pour être président. Il a fait son combat. Il n'a qu'à céder rapidement pour que d'autres jeunes
puisse prendre la relève au sein de son parti. Alors, Pasteur Edo, comme il a parlé de la sagesse de Raila Odinga, on se souvient que Credo Tété, après la proclamation des élections, ses partisans voulaient sortir. Il leur a dit, attendez, on va aller faire notre recours. Finalement, il a perdu. Ça a été très sage et salué de sa part. Est-ce qu'il va pouvoir calmer maintenant ses partisans? Non, je crois qu'il a l'obligation de s'investir pour calmer ses partisans, même si il y aurait des réticences à l'interne de son mouvement, de son parti. Donc, il a l'obligation de les appeler au calme, parce que c'est une opportunité pour lui de sortir par la grande porte. Après 5 échecs, donc je crois qu'on peut capitaliser les échecs là pour dire que c'est un succès. Et le succès ne serait établi que par son comportement durant cette période post-électorale. Donc tous ces messages seront sa maîtrise de la base électorale et puis les messages surtout qu'il va véhiculer, s'il n'est pas volubile, s'il n'est pas vindicatif. Donc je crois que ce sont des choses qui vont plaider en sa faveur. Et également dire, lorsque le pasteur Dokomi, il faisait l'analyse du soutien du président sortant à son opposant, donc au détriment même de sa base politique. Donc moi, je suis tenté de dire que la politique est un jeu, mais un jeu avec des intérêts qui se liment ailleurs. Parce que c'est vrai, donc on peut dire qu'on a assisté à une comédie musicale, à une comédie musicale parce que réellement, donc un chef de parti ne pourrait, disons, abandonner, disons, les orientations de sa base pour aller dire que je soutiens celui qui m'a pourri la vie politique, qui lui a pourri la vie politique un temps soit peu. Oui, c'est justement pourquoi pourquoi je parlais de jeu, que la politique est un jeu de dupes, parce que les intérêts sont ailleurs. Mais lorsque nous voulons capitaliser, disons, ce schéma qu'ils nous ont offert, donc nous pouvons définir encore la politique comme non seulement un jeu, mais la politique est un système de redistribution de cartes. Et redistribution de cartes parce que ce n'est pas tous les soutiens qui sont suivis par les militants à la base. Donc les militants à la base ont confirmé, disons, leur orientation en votant pour le vice-président. Donc William Ruto. Donc aujourd'hui, ce qu'on va souhaiter, c'est que il faut que le vieux Raila Odinga se repose politiquement et qu'il puisse transmettre, disons, toutes les leçons apprises de sa lutte politique à sa base, à ses premiers lieutenants, pour qu'ils puissent porter le flambeau. Sinon, la décision de la Cour suprême est irrévocable, donc il n'y a plus de voie de recours, ils ne peuvent plus contester, et la transmission même du pouvoir va se faire de façon apaisée le 13 septembre prochain dans ce pays. Donc ce sont des exemples qu'on va souhaiter sous d'autres cieux. William Ruto, on va peut-être un peu parler de lui, vice-président, homme d'affaires également, pasteur Edo Komi. Il incarne quoi selon vous? Il incarne, vous savez, il incarne la jeunesse. 55 ans. 55 ans. 55 ans, il est encore jeune. Je crois que nous sommes presque des congénères. Hein? Nous sommes presque des congénères à 55 ans. Bon, donc, je crois qu'il incarne la jeunesse par rapport au vieux Prisca de 70, de plus de presque 80 ans. Donc, je crois que les jeunes ont choisi la voie de la modernité pour pouvoir gouverner, même s'il faut reconnaître que Raila Odinga a de l'expérience, c'est-à-dire a été celui-là qui est de toutes les luttes au Kenya. Il a subi vraiment beaucoup de répression, il a frôlé même la mort. Raila Odinga a frôlé la mort, mais il est resté tenace. Donc ce qu'on peut apprendre de lui, c'est cette ténacité. Les jeunes vont apprendre de lui cette ténacité. Mais l'âge et tout le poids aidant, donc il a perdu au profit de cette jeunesse-là qui a choisi William Ruto, qui est un homme d'affaires, donc qui a encore le sang neuf, qui peut encore donner beaucoup de choses pour le Kenya. Et je crois que c'est de bonne guerre. Et je crois quand même que c'est l'exemplarité de la démocratie des pays anglophones. Ce qui n'est pas le cas des pays francophones, où les institutions sont souvent
aux bottes du pouvoir, les institutions instrumentalisées, hein, les commissions électorales, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, c'est des militants, hein, des partis au pouvoir, c'est des militants des partis au pouvoir, et donc quand ils vont donner des résultats, Ruto aussi était au pouvoir. Ils ne donnent que des résultats. Ils ne donnent que des résultats favorables à leur parti au pouvoir. Et donc ça, c'est le propre des pays francophones. Hein? Donc, entre les pays francophones et les pays anglophones, c'est le jour et la nuit. Bon, qu'est-ce que nous, Togolais, par exemple, on va apprendre du Kenya, qui est un pays anglophone. On vous dira que le Togo, c'est le Togo, le Kenya, c'est le Kenya. On vous le dira. Bon, donc, c'est la vérité. Non? Le Togo, c'est le Togo. Ouais, le Togo, c'est le Togo, le Kenya, c'est le Kenya. Bon, donc, c'est vrai. Même, il faut reconnaître que cette même Cour suprême, on l'a dit tout à l'heure, en 2017, a invalidé au profit de Raila Odinga, au détriment du président en exercice. Donc c'est ça la force des institutions. Et c'est ce que Barack Obama avait dit, qu'on n'a pas besoin des hommes forts, mais on a besoin des institutions fortes. Et je crois que les pays francophones doivent aller à l'école des pays anglophones. La démocratie, il y a une certaine vivacité, il y a une certaine transparence dans l'organisation des joutes électorales. Alors, Raila Odinga avait fait de cette bataille judiciaire un combat pour la démocratie et la bonne gouvernance face au cartel de la corruption. Quand il parle de cartel de la corruption, il parle du président élu, William Ruto sans doute, parce que les gens ont dit qu'il avait distribué de l'argent, qu'il y avait des choses qui se sont passées autres. Oui, avant de venir à cette question, je voudrais faire une précision. Donc aujourd'hui, c'est vrai, les systèmes anglophones ont toujours suscité admiration, mais aujourd'hui, on peut dire que les systèmes francophones aussi font des efforts. Autrefois, ils n'étaient pas diplômés, mais aujourd'hui, ils ont des certifications dans la bonne conduite des élections. Et le pasteur Edokomi, je me réjouis parce que je l'ai vu encore dans sa posture d'antan et jeter de l'anathème sur le système francophone. Je ne pense pas que cela ait été son intention, mais je dis, dans certains pays francophones, on a vu comment les institutions ont travaillé pour l'expression de la démocratie. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Le Niger, le Togo. Le Togo, merci d'avoir précisé le Togo, même si ça ne va pas mettre à l'aise mon cher aîné, le pasteur Edokomi, qui a soif d'arracher la parole, mais il ne peut pas, parce qu'il est tellement poli, éduqué, donc il ne peut pas me l'arracher. Mais c'est dire que aujourd'hui, il y a des efforts qui se font partout, parce qu'on apprend toujours des échecs. Nous avons vu, entre-temps, l'image dans la guéguerre Alassane Ouattara Gbagbo, l'image que la CEU nous a donnée, mais ce n'est plus cette image-là qu'on voit dans d'autres pays. Donc il n'y a pas systématiquement une transposition des mauvais actes, mais on essaie, les systèmes francophones essaient aussi de s'améliorer. Mais comme la perfection n'est pas de ce monde, il faut toujours tendre vers cette perfection-là. Donc c'est là où je voudrais inviter mon cher ami à être optimiste dans l'avenir des élections dans les pays francophones. Dans les pays francophones, parce que les pays francophones ont cette notion, la trilogie élection, démocratie, élection, bonne gouvernance, et cela va de soi. Et parlant justement de la bonne gouvernance, il y a, disons, la thématique sur la corruption que tu as évoquée aujourd'hui. Donc je crois que dans tous les pays, la corruption semble être un dénominateur commun, et ça dépend du degré d'amplification dans un pays comme dans un autre. Donc il va falloir que le président élu qui a été confirmé puisse également lutter contre la corruption, puisse envoyer des messages assez rassurants, convaincants. Parce que, vous savez, lorsque vous accédez même dans nos petites associations, vous prenez la présidence ou bien vous prenez un poste assez aisé, donc les gens trouveront toujours à dire. Et les gens vont vous habiller. Il faut savoir que c'est cela même qui, normalement, nous devons chercher toujours à transformer nos faiblesses en force
et de défaut en qualité. On peut tout reprocher au président élu, mais je crois que une fois qu'il est, disons, à la manette du pouvoir, lui-même doit se rendre compte de certaines choses. Pourquoi ne pas faire son mea culpa, reconnaître certaines erreurs, ne plus aller dans ce sens et poser des actes qui puissent vraiment rassurer les citoyens. Donc c'est tout ce qu'on attend de lui. Au-delà de la préservation de la quiétude dans le pays, il va falloir que, au niveau même de la distribution des richesses, que des actions soient faites pour rassurer les Kenyans. Vous savez, pour ceux qui ont déjà visité Nairobi, Mombasa, le Kenya, donc ils sauront que ce sont des populations assez expressives, assez battantes. Donc ils n'attendent rien du système politique parce qu'ils sortent tous les matins pour aller chercher leur quotidien. Et vous n'allez pas voir ces populations râler pour dire que nous sommes dans la misère, c'est parce que telle obédience politique est au pouvoir. Non, ils vont, et quand on leur donne cette opportunité d'exprimer leur choix, ils l'expriment aussi aisément, aussi facilement que le politique ne peut pas essayer de tenter de cacher le soleil par la main. Alors, Pasteur Edo Komi, ce qui est intéressant aussi, William Ruto, le président élu, est une inspiration pour la jeunesse. Il est parti de rien pour devenir un homme d'affaires richissime et célébrissime, vice-président de la République, aujourd'hui président. Alors c'est un parcours qui inspire les jeunes Kenyans. Tout est possible. Tout est possible et moi je parie quand même que au jour le jour on apprend des gens qui se font modèles. Parce qu'il faut lire leur histoire. Comment ils ont commencé, vous l'avez bien dit. Donc il est parti de rien pour être aujourd'hui président de la République. Je crois qu'il faut donner cette opportunité. Et souvent, c'est voilà encore le propre des pays anglophones. C'est le propre des pays anglophones. C'est-à-dire, il n'y a pas question de né pour être. C'est-à-dire de né pour être. Je disais tout à l'heure que comment on l'appelle, Raila Odinga n'est pas né pour être président. Parce qu'il a déjà fait 5 échecs, mais cela ne l'empêche pas d'être un personnage célèbre au Kenya. Il n'a pas été président, c'est vrai, qu'à son âge, il ne pourra pas l'être, mais il est toujours quelqu'un de référence pour avoir osé s'opposer au régime pendant les moments difficiles, les moments durs du Kenya. Il s'est toujours montré opposé au régime, à tous les régimes qui se sont succédés. Donc, c'est une qualité. Maintenant, quand on revient au fait que les gens peuvent quitter de rien pour aller au sommet de l'État, ça, c'est le propre des pays anglophones. Là, il n'y a pas quelque chose qui est propre à des gens, hein, qui est une propriété pour des gens où on dit non, personne, dès que vous aspirez, dans les pays francophones, dès que vous aspirez à aller au sommet, ben, on vous bloque. Dès que vous aspirez à aller au sommet, on vous bloque. Le président Talon, il est parti, on peut dire, de rien pour aller au sommet. C'est des exemples isolés. Des exceptions, vous voulez dire. Oui, c'est des exceptions. Dès que vous donnez... Mais ce sont les exceptions qui confirment la règle. Dès qu'on voit votre ambition s'exprimer pour dire que vous voulez quitter la mairie pour être député pour être président de la République, déjà... Ben écoutez, on vous met des embûches, on vous redresse économiquement, on fait des choses. Voilà le redressement économique. Dans les pays anglophones, ce n'est pas ça. On laisse tout le monde aller. Les gens peuvent être redevables au fisc pendant des années. Ouais, au Nigeria, dans les pays anglophones, c'est comme ça. Mais ici, on va regarder. Est-ce qu'il a payé les taxes du mois de temps? Est-ce qu'il a payé ceci? Est-ce qu'il a payé cela? Et si vous n'avez pas payé, on vous colle des peines, on vous colle des attributs de tout genre. Et puis, donc c'est dire que les pays anglophones évoluent. C'est vrai quand même qu'il a dit, Credo a dit quelque chose tout à l'heure, que les pays francophones essaient quand même d'émerger. Mais nous avons un héritage. C'est un héritage. Nous avons hérité un système. Et le système nous a fait comme ça. Bon, donc il est difficile que nous sortons la tête de l'eau. Hein? Et il va falloir que des gens courageux puissent briser ce mythe. C'est un mythe à briser. Il faut briser ce mythe pour pouvoir s'imposer et donner l'exemple aux générations à venir. Donc c'est un peu ça. Donc je crois que William Ruto aujourd'hui est une référence pour les jeunes. Donc on se sent dit, qu'on soit né d'une famille riche ou pas, on peut arriver au sommet de l'État. Je voudrais juste ajouter une chose. Il ne faudrait pas qu'on aille vite en besogne en célébrant
aussi de façon grandiose William Ruto, parce qu'il faut lui donner l'opportunité de s'exprimer, disons, dans l'exercice de ses fonctions, et on aura le temps de l'apprécier. Vous savez, quand un harangueur de foule est dans son jeu, dans son système, on le trouve toujours impeccable. Mais quand on lui dit d'aller dans la direction d'une action, que ça soit politique ou bien que ça soit commercial, c'est là où on peut voir toutes les difficultés. Nous ne souhaitons pas de difficultés à William Ruto. Donc c'est quelqu'un qui est parti de rien du tout, qui s'est fait, qui s'est construit. Et aujourd'hui, j'ose croire qu'il a pris la mesure de la chose avant même de déposer sa candidature, d'espérer atteindre ce sommet. Et si vous le permettez, Michel, donc je voudrais... mon cher ami le pasteur Dokomi a fait des comparaisons qui peuvent être vraies, mais pas totalement vraies aussi. Vous savez, les mêmes réalités vécues sur le plan politique, sociopolitique dans les pays francophones sont également exprimées dans les pays anglophones. Mais c'est que la manière d'aborder le sujet diffère des fois. Ça diffère d'un pays à un autre. Et lorsque vous voulez accéder à un trône, il y a toujours des embûches, il y a toujours des obstacles, mais il faut savoir les contourner. Et je crois que c'est cette, cette manie que les anglophones ont par rapport aux francophones qui pensent qui crient même aux sorciers avant d'avoir vu les manifestations du diable. Donc là, il faudrait prendre un peu de recul pour essayer d'analyser les problèmes. Lorsque nous voyons des politiques francophones et des politiques anglophones. Donc les politiques anglophones ne vous diront pas, ou bien nous ne dirons pas d'eux qu'il y a un boulevard qui est tracé. Ouais. Il y a des difficultés. Ils vivent des difficultés aussi, mais ils travaillent sur ces difficultés-là. Vous allez voir des gens, des nains politiques, le fait même qu'ils aient créé leur formation politique, donc ils font déjà toute une litanie de je ne sais quoi pour dire on me poursuit, on me pourchasse, on veut me faire taire. Non, mais moi je crois que ce sont des faux fuyants. Et c'est là où je rejoins le pasteur Edo Komi. Lorsqu'il a dit que c'est un héritage colonial. C'est un héritage colonial. Ouais. Il n'a pas eu le culot de le préciser. C'est un héritage colonial. Et la colonisation a fait de nous des gens qui râlent à tout bout de champ. Au lieu d'agir sur le moment, nous préférons laisser l'action, nous râlons, et le temps de finir, disons, nos phases de râlement, lorsqu'on vient, l'action est déjà périmée. Donc là, il va falloir qu'on puisse, et je suis tout à fait en phase avec lui, je formule le vœu. Du moment où il a ces bonnes notions, ces appréhensions, je serai content demain de le voir quitter le champ de la société civile, parce qu'il a tous les atouts, tous les outils nécessaires pour être ce modèle politique que nous voulons dans ce pays. Pas des gens qui sont dans les jeux politiques, mais des gens qui pourront inspirer. Si son ami, son frère Ruto l'a fait, c'est que pasteur Dokomi peut le faire. Donc il suffit seulement qu'il s'investisse. Et il a la parole, il a l'évangile avec lui. Qu'il suive l'évangile. La parole va agir lorsque lui-même il sera en état de pureté. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et déjà il a commencé. Il a commencé. Mais les gens ne le voient pas venir, mais moi je le vois venir. Et oui, je le vois venir. Et là, il l'a dit aussi. Moi, je suis content de le voir. De président de Mouvement Martin Luther King. Aujourd'hui, il est... Si on doit essayer de noter les maires et leurs adjoints, donc on peut le citer aussi dans les 10 premiers. Donc ça, c'est déjà bon. Parce qu'on dit, n'oublions pas, l'adulte apprend en faisant. Et il va à l'école de l'apprentissage. Non, mais moi, non, il faut lire entre les lignes pour comprendre les gens qui sont assez compliqués politiquement, sociétalement. Parce qu'il est rusé aussi. Il sait là où il veut. Et dans son développement tout de suite, il a dit... Il a dit, les gens, lorsque les gens veulent quitter la mairie pour aller à la députation, il y a des obstacles de la députation. Non, mais moi, je lui souhaite d'emprunter ce chemin, mais sans anicroche, parce qu'il sait que dans nos systèmes francophones, il y a toujours les gens qui râlent, il y a les ragots, et je sais qu'il est déjà forgé pour essayer de faire d'eau de canard. Quand vous versez l'eau, ça doit circuler. Donc, c'est tout le malheur qu'on peut lui souhaiter. En écoutant un credo, je crois quand même qu'il fait de très bonnes lectures.
Non, il a raison. Non, il fait de très bonnes lectures, parce qu'il a piqué dans une de mes interventions tout à l'heure. Et puis bon, il a fait une bonne lecture des choses. Et je crois que nous devons avoir quand même des ambitions. Nous devons avoir des ambitions sur cette terre. Donc c'est tout à fait normal. Donc tout ce qu'on a fait, c'est que par rapport au développement que nous avions fait tout à l'heure, il faut en tenir compte. Et savoir le cadre, l'environnement dans lequel nous sommes. Pour pouvoir pour s'apprêter, pour s'y apprêter. Donc je crois que c'est de bonne guerre. Nous devons quand même continuer par apprendre des pays anglophones qui ont quand même une certaine avance par rapport à nous. Et il a dit à travers par notre passé, puisque le président colonial, cet héritage colonial, il y est toujours. Il y est toujours parce que on ne nous sent pas faire face aux défis. Il a dit tout à l'heure, on fuit les défis. Et le temps qu'on ne vienne, l'action qu'on devait mener au temps T par exemple, est déjà périmée. Ouais. Comme c'est déjà périmé, donc même si on arrive à le faire, on est déjà en retard par rapport à ce qu'on devait faire. Je crois que cet aspect est très important. Donc le dossier de Kenya nous a beaucoup appris et peut nous inspirer à aller de l'avant. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités, Pasteur Edo Komi et le journaliste Credo Tété. Pourquoi tu fais la lecture?